Très bien, donc après l'alkylation, donc on va parler d'une autre réaction. Hein, d'accord? Donc cette réaction, c'est l'halogination. C'est l'halogination. Et donc cette halogénation, donc ça peut se faire soit en milieu acide, soit en milieu basique. On verra la différence entre les deux. D'accord? Donc en milieu acide, hein, donc après cette remarque évidemment, donc voilà, donc il faut la bien noter. Il faut bien noter cette remarque de l'alkylation, d'accord? Et donc on reviendra, je ne vais pas parler de ça maintenant parce que là, il y a une réaction de condensation dont on n'a pas encore parlé, on va parler tout à l'heure, ok? Donc cette réaction d'alkylation, ça se fait à une température basse pour éviter ces réactions de condensation dont on verra tout à l'heure. Ça veut dire l'aldolisation et la céthylisation. Parce que si on augmente la température, il y a un risque de faire soit une aldolisation, soit une céthylisation. On parlera tout à l'heure de ça. D'accord? Donc on va passer à la réaction d'aldolisation. Comme j'ai dit, on peut la faire soit en milieu acide, soit en milieu basique. On verra la différence entre les deux. Et donc au milieu acide, donc on va commencer par le milieu acide. Donc au milieu acide, on va fixer, parce que toujours, on va utiliser la propriété acide de H en position alpha du carbonyl. D'accord? Donc au milieu acide, on va fixer un seul halogène. On va fixer un seul halogène, contrairement au milieu basique. Donc au milieu acide, donc on va faire un équilibre céto-énolique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a commencé cette partie par parler de ces équilibres céto-énoliques en milieu acide et en milieu basique. Parce que généralement, ces composés-là, soit on va les traiter en milieu acide, soit on va les traiter en milieu basique. Donc on a vu comment ça se forme, cet équilibre céto-énolique en milieu acide. Donc en milieu acide, c'est sûr, vous savez tout ce que va se passer, c'est que les dédoublés de l'oxygène vont fixer le H, donc on va former cet intermédiaire, et cet intermédiaire qui va évoluer vers l'énol. Ah, il va évoluer vers l'énol. C'est déjà fait donc dans l'introduction de cette partie, je ne vais pas y revenir, le mécanisme est très détaillé. Après, après là, ça sera l'addition donc comment dirais-je, de Br2. C'est un mécanisme similaire à ce que nous avons vu en S4. On ne peut pas. Là, nous avons un Br2, nous avons une molécule homonucléaire, donc on n'a pas un site électrophile et on n'a pas de site nucléophile. D'accord? Donc là, vous avez un dibrome, hein, donc le nuage électronique il est au centre, donc je ne peux pas écrire sur le brome à gauche un delta moins et sur le brome à droite un delta plus. Ils ont la même densité de charge parce qu'ils ont la même électronégativité, tout simplement parce que la liaison n'est pas polarisée. La liaison n'est pas polarisée. Et donc le mécanisme qui sera suivi, c'est le même que celui que nous avons vu en S4, ça veut dire on aura le retour d'un doublé parmi les deux de l'oxygène, et les deux électrons qui forment la double liaison CC-là vont se rapprocher d'un des deux bromes, hein, soit celui qui est à gauche, soit celui qui est à droite, jusqu'à un moment où la liaison va se rompre. D'accord? Donc on n'a pas ici parlé de site nucléophile, on n'a pas parlé de site nucléophile, on a parlé de l'approche du nuage électronique qui forme la double liaison d'un des deux bromes. Et donc à un moment, je répète, la liaison BR-BR va se rompre pour former, voilà qu'est-ce qu'on va former. On va former cet intermédiaire, donc il y a un BR- qui est parti. Hein, il y a un BR- qui est parti, c'est lui qui va capter le H pour donner l'acétone alpha bromé, plus c'est évidemment le HBr. Et ça va donner, donc moins H+, ce H+, il sera, je répète, capté par le Br-. D'accord? Donc là, normalement, c'est moins HBr. Et donc, on va former l'acétone, on va former l'acétone alpha bromé. On va former l'acétone alpha bromé. Donc, en ce milieu, au milieu acide, je répète, là, on fixera un seul brome. Hein, on fixera un seul brome, tout simplement parce que, je répète, en milieu basique, on verra donc qu'on va fixer trois bromes, mais dans ce cas-là, on fixera uniquement un seul brome. OK? Très bien, donc voilà pour ce milieu acide, hein, voilà pour le milieu acide, et donc on va rapidement passer en milieu basique qui va se passer. D'accord? Donc en milieu basique c'est sûr, là donc on va revenir un peu au mécanisme qu'on a traité dans l'alkylation. Donc au milieu basique on va arracher le H qui est
en alpha. D'accord? C'est le H le plus acide, évidemment. D'accord? Et donc, en présence de H-, d'accord? Donc voilà, on va former un composé tribromé. Tout à l'heure, on a formé un composé monobromé, mais là, on va fixer à 3 bromes. On va fixer 3 bromes, on va voir pourquoi tout de suite. D'accord? Alors, on va faire le mécanisme. Donc, d'accord, on verra pourquoi on fixe dans le milieu acide un seul et pourquoi on fixe en milieu basique. Hein, pourquoi on fixe 3. Ok, donc je vais prendre une cétone, je vais prendre une cétone méthylée. Hein, regardez là, ce que je vais utiliser une cétone, hein, je vais utiliser une cétone méthylée. Je vais utiliser une cétone méthylée. H, H, H. D'accord, donc c'est une réaction qui se fait sur les cétones méthylées. Et donc, on verra ce que ça va donner. Hein, donc, en présence de H-, en présence d'une base, donc là, on a dit qu'on va arracher le H. Donc, d'accord, pour former un O, CH2, moins. Hein, d'accord? Et donc, je ne vais pas, normalement, ce qui va réagir, c'est pas ça. D'accord? Ce qui va réagir, c'est la forme limite. C'est la forme limite qui est O-, double lisant, CH2. D'accord? Donc celui-là, il a une forme limite, c'est celle-là. Ok? On a un système conjugué. Et c'est cette forme limite qui va réagir sur le BR. Donc je répète, je n'ai pas un site nucléophile, j'ai une molécule homonucléaire. Je n'ai pas un delta-, je n'ai pas un delta+ sur le dibrome. Ok? Donc ce qui va se passer, donc là, j'aurai le retour de cette charge au moins. Ok? Et les deux électrons qui forment la double liaison CC vont se rapprocher d'un des deux bromes. Soit celui qui est à droite, soit celui qui est à gauche. Ok? Il n'y a pas la différence entre les deux. Donc, à un moment, on va assister à la rupture de la liaison BR-BR pour avoir R, C, O, n'est-ce pas? C, H, H et BR. Très bien. Le milieu, il est encore basique. On est encore en milieu. On est encore au milieu basique. On est encore au milieu basique. Et donc la base à nouveau va aller attaquer le H le plus acide. On a 2. Ok? On a 2. D'accord? Donc le H-, la même chose, va aller attaquer un H parmi les deux pour donner un CO, un C, moins BR, H. Et donc la même chose, c'est la forme limite qui va réagir. Hein, donc voilà, donc le mécanisme, on le détaille quand même. Donc on aura 1, C, au moins, oui, très bien. Double liaison, C, BR, H. D'accord? Donc c'est cette forme limite qui va réagir, parce que je répète, on travaille avec le dibrome. Hein, donc le dibrome, ce n'est pas une molécule homonucléaire. Hein, d'accord? Et donc le mécanisme qui sera suivi, je répète, c'est similaire à ce que nous avons vu en SE4. D'accord? Donc en présence de dibrome, BR, hein, on aura le même mécanisme, ça veut dire on va assister au retour de ce doublé, et les deux électrons qui forment cette double liaison vont aller attaquer un dibrome pour avoir R, C, O, C, BR, BR, et un autre H que je vais mettre en bleu. Hein? Ok? Et donc, la réaction va continuer. La réaction va continuer en présence de NaOH. Donc, on travaille en milieu basique, en présence du dibrome. Et donc, on aura la même chose. Ça veut dire le H- va aller arracher le H. Va arracher comment dirais-je, le H. Ok?
Et donc, j'aurai R, j'aurai R, C, O, C, BR, BR, avec une charge au moins. Donc, si vous me permettez, dans cette étape, je ne vais pas faire la forme limite. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est la forme limite qui va réagir. C'est la forme limite qui va réagir. Ah bon, je la fais quand même, hein, du moment que je l'ai faite comment dirais-je, donc là, j'aurai la forme limite suivante. Hein. J'aurai R, C, au moins, doublisant, C, BR, BR. OK? Qui va réagir à nouveau avec BR2. Ça va réagir avec BR2. Ça va réagir avec BR2, BR, BR. Et donc, on va arriver finalement au composé tribromé. On va arriver finalement au composé tribromé. On va arriver finalement au composé tribromé qui est le R, CO, C, BR, BR. Oups. Oups. C, BR. D'accord? Donc, en milieu basique, on forme un composé tribromé. En milieu acide, on forme un composé monobromé. Pourquoi? Parce que tout simplement, regardez, en milieu basique, hein, il y avait un H bleu. Il est là. Ok, je le vois ici. D'accord? Mais bon, j'ai effacé le tableau. Bon, rappelez-vous d'où on a fait le départ. Hein, on a fait le départ de quoi? D'une cétone méthylée. On a fait le départ de R, C, O. Bon, je n'ai pas de place, il faut que je trouve une place. Hein. On a fait le départ d'une cétone méthylée avec trois âges. Très bien. Donc, on a commencé de l'acétone méthylée. Qu'est-ce qu'on a préparé? On a préparé le composé monobromé. Ensuite, on a préparé le composé dibromé avant d'arriver au composé tribromé. Très bien. Bon, j'ai plus la première étape. Dans la première étape, qu'est-ce qu'on a arraché? On a arraché le H du méthyle. Ça veut dire le H le plus acide, parce qu'on a dit qu'il est acide sur l'effet électroattracteur de l'oxygène. Ça veut dire, là, on joue sur l'acidité de H. T'as compris? OK? Très bien. Alors, regardez-moi. Bon, ma question est la suivante. Parce que, regardez, plus on fixe le brome, OK? Plus hein, la réaction va devenir facile. Pourquoi? Parce que je répète là, on cible le H le plus acide. Très bien. Comparez-moi. Donc ma question est la suivante. Vous allez me comparer l'acidité de H noir, ok? Et de quoi? À votre avis, de quoi? De H noir et quoi? H rouge. Très bien. Et quoi? H bleu. Quel est le plus acide? Hein? Le plus acide. H bleu. Tout le monde est d'accord? H bleu est le plus... Pourquoi on dit? Très bien. Parce que le H bleu, il est soumis à quel effet? Bon, ici, les H noirs, ils sont soumis à quel effet? Ils sont soumis à un seul effet, qui est l'effet de l'oxygène, H effet. Lequel? Moins M. Très bien, parce que je ne l'ai pas écrit. Ici, les H noirs, ils sont soumis à un seul effet, qui est l'effet moins M. Les H rouges,
Ils sont soumis à quel effet? Ils sont soumis à l'effet moins M et à l'effet, très bien, et à l'effet moins I. On a vu que l'année dernière, en S3, que les effets électroniques sont additifs. Ils sont additifs. Le H bleu a combien d'effets? 2 moins I et un effet, très bien. Là, le H bleu, il est soumis à 3 effets, 2 moins I, A et A moins M. Bof. C'est la raison pour laquelle, du point de vue acidité, le H bleu sera le plus acide, suivi du rouge, et le moins acide, ça sera le H noir. Donc ici, dans ce sens, l'acidité augmente. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire là, plus on fixe le brome, plus la réaction devient facile. Plus on fixe le brome, plus la réaction devient facile. Ça veut dire qu'il peut aller jusqu'à la formation d'un très bromure. D'accord? Ça veut dire jusqu'à la formation de ce très bromure, parce que je répète, en fixant un premier brome, l'acidité des H, parce que là, ce qu'on utilise, on utilise l'acidité des hydrogènes en alpha de CO. Donc plus on fixe les bromes, plus la réaction devient facile. Par contre, comment dirait, pardon, par contre, par contre, au milieu acide, regardons au milieu acide. Au milieu acide, qu'est-ce qu'on a? Pardon. Au milieu acide, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé le R, CO, C, H, H, H. Et donc on a dit en milieu acide, en présence de H+, la réaction commence par la fixation de l'oxygène du proton. Ok? Voilà. Et donc ça donne R, C, O, H, plus. Ok? Ensuite, C, H, 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 3. Ensuite, je répète, donc là on a une forme limite. Donc je répète le mécanisme qu'on a fait la séance dernière, la voici. RCO plus, ok, C, H, 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 et donc moins H plus, hein, un parmi les trois, hein, ils sont équivalents, donc moins H plus, et donc je répète, un parmi les trois, ça va donner l'énol. Ça va donner l'énol. RCO, double liaison, C, H, H. Et c'est cet énol, c'est cet énol qui va réagir, nous avons dit, sur le, très bien, ça va réagir sur le dibrome, Br, Br, ok? Par le retour d'un doubli parmi les deux, pardon, c'est pas ici, c'est sur la liaison CO, donc on aura le retour là, et les deux électrons que vous avez là vont aller à R, C, O, simple liaison, C, H, H, Br. Ok? Évidemment, après avoir éliminé le HBr. Ok? Voilà ce qu'on forme. On forme celui-là. Et donc, parce que j'ai dit, vous avez vu bien en mécanisme, en milieu basique, on fixe trois bromes. Alors ici, pourquoi pas on fixe les trois? Parce que tout simplement, regardez, la réaction ici, il commence par quoi? Il commence par la fixation d'un H+, par le
l'oxygène. Donc, si on veut que la réaction aille en avant, il faut que le O fixe le H+. Donc, il fixe le H+, hein, on va, et on forme l'énol. Ici, donc je vais effacer parce qu'il me faudra de la place. Là, je répète, on est toujours en milieu acide. Là, on est en milieu acide. Et donc, pour que la réaction avance vers le dibrome et le tribrome, il faut quoi? Il faut que les deux doublés de l'oxygène, comme on a fait là, il faut qu'il aille fixer le H+. Je répète, pour qu'on avance vers le dibrome et le tribrome en milieu acide, il faut que l'oxygène fixe le H+, pour former l'énol et ensuite avoir la réaction avec le dibrome. Ici, ce H+ n'est pas fixé. La réaction s'arrête ici. Hein? La réaction s'arrête là. Tout simplement. Pourquoi? Parce que pour fixer le H+, ça veut dire qu'on a utilisé le caractère basique de l'oxygène. N'est-ce pas? On a utilisé le caractère basique de l'oxygène. Regardez, qu'est-ce qu'on a fixé en alpha, donc comment dirais-je, de CO ici? On a fixé un Br. Ok? Bon, j'ai pas de place, bof. Je vais effacer pour avoir un peu de place. Donc là, qu'est-ce qu'on a écrit? Un C, un H et un Br. Très bien. Donc regardez là, on a dit qu'on a fixé un brome. Les halogènes sont caractérisés par quel effet? Moins I. Là, ils ne sont pas conjugués. Moins M plus M lorsqu'ils sont. Donc là, comment dirais-je, les halogènes, ils sont caractérisés par l'effet moins I. Et quelle est l'influence des effets moins I ou moins M sur la basicité? Il diminue la basicité. D'accord? Donc, la présence de ce brome en alpha de CO, ok, rend la basicité de cet oxygène comment? Faible. Hein? Il la rend très très faible. Donc, il devient incapable de fixer le H+. Et si ce H+ n'est pas fixé, comme ici, on ne peut pas avancer vers l'avant. C'est clair? D'accord? Donc, au milieu acide, la fixation du brome ralentit. C'est pas qu'il ralentit, mais il arrête la réaction. Hein? Il arrête la réaction d'halogénation. Parce que tout simplement, en fixant ce brome, on diminue la basicité de l'oxygène. Et par conséquent, ça devient impossible de fixer un deuxième H+. Et si le H+ n'est pas fixé, on ne peut pas avoir la formation de... On ne peut pas avoir la formation de l'énol, parce que cet énol, c'est lui qui réagit sur le dibrome pour donner un composé carbonylé alpha-bromé. C'est clair? Par contre, vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu en milieu basique. Au milieu basique, c'est le contraire. Plus on fixe le brome, plus on rend la réaction facile à réaliser. Au milieu basique, plus on fixe le brome, plus on rend les H en alpha du carbonyle acide. Ça veut dire plus la réaction devient facile à réaliser, parce que là, à la base, il arrache les protons. C'est clair? Donc, en milieu acide, en fixant le brome, on stoppe la réaction. Parce que le brome fixé en alpha du groupement carbonyle rend la basicité de O très très faible, et donc ça devient fixé, ça devient incapable qui fixe un deuxième H+, et par conséquent aller vers le dibrome et aller vers le
le tribrome. Par contre, en milieu basique, c'est le contraire. En milieu basique, c'est le contraire. Plus on fixe le brome, plus la réaction devient facile à réaliser. OK? Très, très bien. Voilà. Très bien. Alors, donc on va continuer. On va continuer parce que là, la réaction, normalement, ne s'arrête pas ici. En milieu basique, on fixe 3 bromes. En milieu acide, on fixe 1. Ça, c'est terminé. Mais en milieu basique, on est toujours dans un milieu basique. Ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je récapitule. Hein? D'accord? Donc, je prends une cétone méthylée, RCO, CH, H, H. Donc, au milieu, nous avons dit en présence de NaOH, voilà la réaction, comment ça se fait. BR2, là, on a dit qu'on fixe un composé tribromé. On fixe un composé tribromé. Mais là, on est toujours en milieu basique. On est là, toujours, nous sommes en milieu basique. Le milieu, il est largement basique. Le milieu, il est largement basique. Qu'est-ce qui va se passer? Tout à l'heure, le H-, quel était le rôle du H- ici? Quel est le rôle qu'a joué en H- au départ? Une base, ça veut dire là, très bien. Ça veut dire il y a des H acides. Hein? C'est la raison pour laquelle il a joué le rôle d'une base. Là, y a-t-il des H acides? Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et donc, parce que, rappelez-vous, on a dit qu'il y a des bases qui peuvent jouer deux rôles. Le rôle de la base et le rôle de nucléophile. Et il y a des bases qui jouent uniquement le rôle de base. On les a vus. On les a vus lorsqu'on a fait l'alkylation. Lorsqu'on a fait l'alkylation, il faut qu'on utilise, je répète, des bases non nucléophiles. D'accord? Il faut utiliser des bases non nucléophiles. Donc, je répète, dans la première étape, lors de la formation du composé tribromé, NaOH, il a joué le rôle de la base parce que toujours il trouve devant elle un H acide. Et donc, une fois les H acides, voilà ce qu'on forme. Mais dans le milieu, il y a encore de la base. On travaille dans un milieu largement basique. Et donc ici, la base va changer de rôle. Il va jouer le rôle d'un nucléophile. D'accord? Qu'est-ce qu'il va attaquer? Hein? Le carbone. Parce que là, on a ici un delta moins, et là, on a ici un delta plus. De plus, nous avons ici un très bon nucléophile. Le nucléophile, c'est lui qui attaque, et le nucléophile, c'est lui qui part. Soit un très bon nucléophile, ou là, un très bon groupement partant. Pourquoi c'est un très bon groupement partant? Alage. Très bien, parce que regardez ce carbone. Combien il y a de bromes? 3. Et chacun attire. Ok? Chacun attire par l'effet moins I. Chacun attire par l'effet moins I. Pardon. Chacun. Et donc ce groupement, il est considéré parmi les très bons groupements partants. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la base va aller attaquer ce carbonyle et on aura le départ de quoi? Très bien. On aura R. Qu'est-ce que j'aurai? Je vous écoute. C. O. OH. Très bien. C'est quoi? L'acide. Très très bien. Plus quoi? Plus C. BR. 3. Oui. Moins. C'est un carbone? Comment il est? Il est stable ou pas? Pourquoi il est stable? Hein? Pourquoi il est stable? Les carbanions, ils sont stabilisés par quel effet? Ça, on l'a vu en S3.
Moins I ou la moins M. Ici. Très très bien. Très très bien. Là, c'est un carbanion très très stable. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on a BR, on a BR, on a BR, on a un moins. Et nous avons dit que les trois bromes, ils exercent des effets moins I. Et nous avons vu qu'en S3, les carbanions sont stabilisés par les effets électro-attracteurs, moins I ou là, moins M. Donc c'est un carbanion très très stable. D'accord? Alors, c'est un carbanion, à côté de lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un H, il y a un H acide. Il y a un H acide. C'est un H acide. Ce n'est pas légèrement acide, c'est un H acide. Les acides carboxyliques, on sait bien que ce sont des acides faibles. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ce moins va aller lui arracher le H. Pour donner finalement, pour donner, qu'est-ce qu'on va former? On va former un sel d'acide avec un Na+, qui vient de la sud, plus quoi? Très bien. Plus CH, BR3. Plus HBR3. Donc voilà le bilan de la réaction. La réaction en milieu basique ne s'arrête pas dans la formation du tribromure. Il va jusqu'à la formation d'un sel d'acide. Et celui-là, en chimie organique, ça s'appelle le bromoforme. Ça s'appelle le bromoforme. Ça s'appelle le bromoforme. Donc au milieu basique, je répète, la réaction va jusqu'à la formation du sel d'acide plus ce qu'on appelle le bromoforme. D'où le nom de la réaction. C'est une réaction qui s'appelle une réaction haloforme. C'est une réaction haloforme parce que ça peut donner soit du bromoforme, soit du chloroforme, soit de l'iodoforme. Donc c'est la réaction haloforme, c'est une réaction qu'on appelle réaction haloforme, la voici. Ok? D'accord? Donc c'est la réaction haloforme, donc les composés carbonylés possédant un méthyle, d'accord? Lié à CO, ça veut dire on parle ici des cétones méthylés. On parle des cétones méthylés. Donc les composés carbonylés ayant un méthyle en position alpha, ça veut dire les cétones méthylés, hein, au départ, en milieu basique, ils conduisent à un dérivé trihalogéné, qu'on a vu, le mécanisme on l'a détaillé, d'accord? Et ce dérivé trihalogéné va subir une attaque nucléophile d'OH-, d'accord? Donc c'est une substitution, parce qu'on substitue le CBr3 par OHE-, pour conduire, je répète, à un sel d'acide. Donc normalement on passe par l'acide, mais je répète, l'acide, comme on a vu dans le mécanisme, ne va pas résister devant le carbanion formé qui est le CX3-. Et donc ça va conduire en fin de compte à un sel d'acide et un haloforme, ce qu'on appelle la réaction haloforme. Parce que tout simplement, je répète, voilà le mécanisme, donc c'est pas la peine qu'on reste ici. Hein? Bien. Parce que tout simplement, donc pourquoi ça s'appelle une réaction haloforme? Parce que tout simplement, je répète, on forme ce qu'on appelle le bromoforme. D'accord? Et donc cette réaction, on peut la faire avec plusieurs. Hein? D'ailleurs, il y a une réaction qui se fait. Hein? Donc ça peut se faire avec. Donc si vous prenez une. Donc je rappelle, c'est une cétone méthylée. La réaction haloforme, ça se fait sur les cétones méthylées. D'accord? Donc on peut la faire avec. Toujours, ça se fait en milieu basique. On peut la faire avec I2. Et donc ça va donner, donc là je donne le bilan, le mécanisme c'est déjà détaillé. Ça va donner le sel d'acide plus un CHI3. Très très bien. Ce qu'on appelle un iodoforme.
forme. Et donc, je vais parler de ce composé-là parce que c'est très important. Cet iode de forme, il a une coloration, bof, je ne sais pas, est-ce que j'ai la couleur? Oui, il est là, bof, plus ou moins. Est-ce que je veux le jaune? Non, ça paraît pas bien. Bon, là, il a une coloration jaune. Et c'est un composé qu'on utilise dans les hôpitaux. Hein, c'est un composé qu'on utilise dans les hôpitaux pour les désinfecter. Hein? Lorsque vous rentrez dans un hôpital, vous sentez une odeur spéciale, hein, spéciale hôpital. Et donc, c'est un désinfectant, je répète, qu'on utilise dans les hôpitaux pour les désinfecter. Vous savez bien, les hôpitaux, de temps en temps, il faut les désinfecter parce qu'il y a des champignons, il y a des bactéries, il y a des virus actuellement. Et donc, hein, on désinfecte régulièrement les locaux, tous les locaux, évidemment, pour éviter la contamination et des patients et des visiteurs. Donc c'est un composé qu'on peut préparer avec cette réaction alloforme en faisant réagir une cétone méthylée au milieu basique avec l'iode. Donc là c'est un iode de forme, on peut la faire aussi. Donc là c'est une réaction alloforme parce que je répète, on peut former, donc voilà, donc on a parlé du bromoforme, c'est un CHBr3, l'iodoforme c'est un CHI3, le chloroforme aussi. Le chloroforme c'est quoi? Hein? C'est un CH, Cl3. Hein? Le chloroforme, c'est un. Normalement, les trois, comment dirais-je, qu'on utilise, ce sont soit l'iode, soit le brome, soit le chlore, parce que le fluor, il est très très réactif. Le fluor, il est très très réactif. Donc là, ce qu'on utilise d'habitude, soit le diiode, soit le dichlore, soit le dibrome. Donc c'est une réaction qui s'appelle une réaction alloforme, qui se fait sur les cétones méthylées, et ça donne les alloformes, donc soit le chloroforme, soit l'iodoforme, je répète, utilisé comme un désinfectant dans les hôpitaux, soit le bromoforme. Ok? Donc ça se fait en milieu basique, parce que je répète, en milieu acide, on fixe un seul. Un seul, parce que je répète, en fixant un premier halogène, on diminue la basicité de l'oxygène qui rend incapable de fixer le H+. Parce que si le H+ n'est pas fixé, la réaction ne peut pas avancer vers l'avant. Ok? Très bien. Donc après cette, comment dirais-je, cette réaction alloforme, donc on va aller voir d'autres réactions dont on a parlé tout à l'heure, parce que rappelez tout à l'heure lorsqu'on a parlé de l'alkylation, on a dit que l'alkylation doit se faire à basse température pour éviter les réactions de condensation. Les réactions de condensation dont on va parler, les voici. Hein? D'accord? On va parler, les voici les réactions de condensation. On va parler de l'aldolisation et de la cétolysation. D'accord? Donc ce sont les deux réactions dont on va parler. Et donc pour les réaliser, on va les réaliser à chaud. On va bien chauffer. On va chauffer pour réaliser ces réactions de condensation. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, je répète, lors de l'alkylation, on travaille à des températures basses. Très bien. Notez que l'énolate, parce que je répète, on va former l'énolate, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, je répète, on a commencé cette partie par parler des équilibres céto-énoliques, parce que je répète, ces composés carbonylés, soit on va les traiter en milieu acide, soit en milieu basique. Donc il faut savoir comment l'énol se forme en milieu acide et comment il se forme au milieu basique. Donc au milieu basique, l'énolate qui va se former peut attaquer une autre molécule d'aldéhyde ou bien de cétone. Comment? Voilà. Donc cette réaction, donc c'est en milieu basique, donc on va prendre ce composé. Hein, on va prendre ce composé qu'on va faire réagir au milieu basique. Ah, et en présence de la chaleur. C'est une réaction qui se fait en milieu basique et en présence de la chaleur. Donc là, en milieu basique, tout le monde est d'accord. On va aller attaquer les H qui sont en alpha comment dirais-je, de l'aldéhyde. D'accord? Donc on va former, voilà, on va former celui-là. Celui-là, c'est l'énolate, n'est-ce pas? Parce que là, on parle de l'énolate. Ok? Ok? Je reprends ici. Donc je répète, on a 2H, on a alpha du carbonyle. Donc au milieu
basique, là, on arrache ce H et on obtient l'aldéhyde avec un O-. Et donc, là, voilà ce qu'on aura. On aura une double liaison avec un H évidemment ici et un O- Na plus. Et voilà les nonades dont on parle. Évidemment, ce qui est en équilibre tautomère avec l'autre. D'accord. Donc voilà, l'énolate, c'est un énolate parce que je répète là, comment dirais-je, la charge moins elle est conjuguée avec la double liaison, donc la flèche n'est pas bien placée. C'est pas ça. Donc le moins va venir là. D'accord. Pour avoir la double liaison, c'est C et avoir les énolates. Donc on a dit que cette énolate, donc l'énolate formée à partir d'un aldéhyde peut réagir avec l'aldéhyde. Parce que dans le milieu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la base et nous avons l'aldéhyde, tout court. Et on chauffe. D'accord. Donc ce qui va se passer, c'est que cet ion énolate, qui va jouer le rôle de nucléophile, ça va jouer le rôle de nucléophile, il va attaquer une autre molécule d'aldéhyde. Il va attaquer une autre molécule d'aldéhyde. Donc l'énolate formé, HH, je répète, va aller attaquer, donc on a une chaîne 1, 2, 3, 4. Donc ici on a O, on a H, on a 1, 2, 3 et 4. Ok. Et donc cet énolate, je répète, qui va jouer le rôle d'un nucléophile chargé, va aller attaquer, je répète, une autre molécule d'aldéhyde. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura ça, H, avec une chaîne 1, 2, 3 et 4. Ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici un O-. Voilà, donc j'utilise une autre couleur, comme ça on ne va pas se perdre. Ok. 1, 2, 3 et 4. Ok. Voilà. Donc là, j'aurai un O- qui va réagir ensuite avec quoi? Avec? Parce que lorsqu'on a arraché ce H, qu'est-ce qu'on a formé? Non. La base, il a attaqué le H. Au H-, il a attaqué un H, on a formé l'eau. On a formé l'eau. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ce O- va aller capter un H de l'eau pour avoir un H. Donc ici, 1, 2, 3 et 4. Et si j'aurais un OH, très très bien, j'aurais un OH. Donc je répète, la réaction se fait à chaud, donc en présence de la chaleur. C'est la différence entre l'alkylation. L'alkylation, elle est faite à température basse. Et donc en présence de la chaleur, on va éliminer une molécule d'eau. En présence de la chaleur, on va éliminer une molécule d'eau. D'accord? Donc on va faire l'élimination de H2O. Et donc pour faire l'élimination, c'est une déshydratation. Si vous voulez. C'est une di. Et pour faire une déshydratation, qu'est-ce qu'on élimine? On élimine un H+, mais lequel? Lequel? Donc voilà le O. Donc on va éliminer ce OH. Et donc pour avoir H2O, il faut avoir un deuxième H2 devient-il? Non, sa position, je parle de la position. Il est en quelle position par rapport à OH? En position bêta, très bien. Parce que voilà la position alpha par rapport à OH, n'est-ce pas? Combien? Pour ce OH, combien y a-t-il de positions bêta? Il y en a deux. Une qui contient 2H, et une qui contient un seul. Une qui contient un seul.
Hein? Lequel on va éliminer? Le rouge ou le vert? Hein? Quel est le plus facile à éliminer? Le rouge ou le vert? Pourquoi le rouge? Si c'est le rouge, pourquoi le rouge? Si c'est le vert, pourquoi le vert? Hein? On va éliminer le H le plus acide, n'est-ce pas? C'est le H le plus acide qui va partir. Où est le H le plus acide? C'est le vert. Hein? Je pense que c'est le vert. Non? Pourquoi? Très bien. Parce que regardez le vert, il est où là? Le vert, il est en alpha du carbonyle. Le carbonyle, lui, il exerce un effet moins M. Ça veut dire qu'il va augmenter l'acidité. Par contre, les rouges, à côté d'eux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un éthyle, il y a un CH3, un CH2. Et les alkyles, quel effet exercent-ils? Plus I. Et nous avons vu que les effets plus I, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils diminuent, tout simplement. OK? Ici, nous avons un éthyle qui va exercer, pardon, un effet plus I. Et donc, les effets donneurs, on a vu qu'ils diminuent l'acidité. Par contre, ici, on a un effet moins M qui va augmenter l'acidité comme l'effet moins I. Donc, ce qu'on va éliminer, on va éliminer, on va éliminer moins OH. Là, je vais le mettre en sa propre couleur pour qu'on vous montre qu'on arrache le H le plus acide. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va former? On va former un composé de ce genre. On va former 1, 2, 3. Voilà. Pardon, je mets le bleu pour ne pas. Voilà. 1, 2, 3 et 4. N'est-ce pas? 1, 2, 3 et 4. Et la double liaison? Hein? Ici. D'accord? La double liaison sera formée, je répète, par élimination du HE vert, qui est le plus acide. Et voilà ce qu'on forme. Regardez, qu'est-ce qu'on forme là? On forme un système qui est conjugué. D'accord? Là, en éliminant le H vert, on forme un système conjugué qui peut avoir plusieurs formes limites. Par contre, si vous éliminez le H vert, pardon, le H rouge, le système ne sera pas conjugué. Il ne sera pas conjugué. Donc là, on élimine, on obtient un seul. Il n'y a pas de majoritaire, il n'y a pas de minoritaire. On obtient un seul. C'est celui-là, c'est le composé conjugué. D'accord? Et donc là, cette étape, bon, on ne l'appelle pas une déshydratation, on appelle une déshydratation dans le cas des alcools, mais là, cette étape s'appelle une crotonisation. Ça s'appelle c'est une déshydratation, oui, mais elle porte le nom de crotonisation parce que tout simplement, on forme un système, hein, qui est celui-là, c'est un CO conjugué avec la double liaison qu'on trouve dans les crotonates. D'accord? Donc les composés ayant ce système, composé d'une double liaison CC et d'une double liaison CO qui sont conjuguées, appartiennent à la famille des crotonates. D'accord? C'est la raison pour laquelle on appelle cette étape une crotonisation, parce que ça va donner une double liaison conjuguée avec un CO qui fait partie donc comment dirais-je, de la structure des crotonates. D'accord? Donc là, je répète, c'est un fragment qu'on trouve dans les crotonates. Hein? C'est un fragment qu'on trouve dans les crotonates. Et donc, c'est la raison pour laquelle, comment dirais-je, cette étape s'appelle une crotonisation. Donc, au milieu basique, à chaud, je répète, on peut avoir des réactions de condensation. On peut avoir ici, hein, donc là, c'est la réaction. Donc là, la condensation, elle est faite, hein, elle est faite entre deux aldéhydes,
Ah, la réaction, elle est faite entre deux aldyles, donc il va porter le nom de l'aldolysation. D'accord? Donc c'est la réaction d'aldolysation. C'est la réaction d'aldolysation. Ça veut dire la réaction se fait entre deux aldyles. C'est une réaction qui se fait entre deux aldyles et donc ça va porter le nom de la réaction d'aldolysation. Ça porte le nom de réaction d'aldolysation. Donc je répète, la dernière étape c'est une crotonysation parce que tout simplement ça donne un système conjugué composé d'une double liaison CO et d'une double liaison CC et donc ça fait partie des crotonates. Donc ce sont des réactions de condensation et donc on va parler de l'aldolysation. Rapidement, on va faire la même chose sur les cétones. Hein, la même chose, on va la faire sur les cétones. Hein. Donc, avant de parler de l'acétone, donc notez donc, cette dernière étape d'élimination de H2O qu'on appelle crotonisation, soit on chauffe, il suffit de chauffer, soit on peut utiliser l'acide. Hein, on peut utiliser l'acide pour faire la déshydratation, mais ce n'est pas la peine qu'on perde l'acide, il suffit de chauffer et on aura le départ de H2O sans perdre de l'acide. Ok? Donc après l'aldolysation, on va parler de l'acétonisation. C'est la même réaction. Donc on va prendre une cétone. La voici. Et donc en présence de H-, donc on va former toujours l'énolate par arrachement du H en position alpha, le voici. Et donc, parce que je répète, là, il y a deux produits dans le ballon. Hein, c'est une réaction qu'on fait en TP, mais cette année-là, on ne va pas la faire vu la pandémie qui règne encore. Et donc, c'est une réaction qu'on peut faire facilement. Et donc, voilà, donc ça se fait en présence de deux produits, la base et l'acétone, ou bien l'aldehyde, tout simplement. Ok? Et voilà, et donc, cette cétone, il va trouver devant elle une fonction cétone. Donc, il va jouer le rôle de nucléophile. Hein, donc, on va avoir cette attaque, voilà, donc le moins va aller sur le carbone du carbonyle pour former toujours une cétone. Après, on va faire une crotonisation. On va éliminer le H2O, c'est-à-dire on va éliminer toujours le H le plus acide, parce que si vous regardez ce H-là, il a deux positions bêta. Il y a une qui contient un méthyle, hein, il y a une qui contient un méthylène, deux hydrogènes. Et donc, ce qu'on va éliminer, on va éliminer le H le plus acide, c'est lui qui est en position alpha de CO. Donc, on obtient toujours un système conjugué. Composé de la double liaison CO et de la double liaison CC. Donc, c'est un système, je répète, qui appartient à la famille des crotonates, d'où le nom de la crotonisation de cette étape. Ok? Alors, donc, on a parlé de l'aldolysation, on a parlé de l'acétonisation, on peut les avoir mixtes. Ils peuvent être mixtes. On peut avoir une aldo-céto. Ça veut dire, voilà un exemple. On peut parler d'une réaction de condensation mixte, ce qu'on appelle la céto-aldolysation. Ça veut dire sa réaction entre une cétone et un aldehyde. Voilà comment ça se fait. Donc on va prendre une cétone, toujours, en milieu basique, on va former l'énolate, mais on va rajouter de l'aldehyde. On va rajouter de l'aldehyde dans le milieu, exemple celui-là. D'accord? Et donc, en présence d'un aldehyde, là, donc le mécanisme, le voici. Donc le moins va attaquer l'aldehyde et donc là, on va former toujours un alcool après déshydratation ou bien crotonisation. Hein? Donc c'est la crotonisation parce que là, on va former un système conjugué composé de CO et de la double liaison et on va former ce composé carbonylé ayant une double liaison en position alpha. Ok? Ce qu'on appelle une céto-aldolysation. C'est une céto-aldolysation. Donc les réactions de condensation, ils peuvent être, comment dirais-je, soit des aldolysations, soit des cétolysations, soit mixtes. Aldo, céto ou bien céto-aldo. Ok? Et donc, j'attire votre attention là qu'on utilise, je répète, une base en H-. Ce n'est pas une base qui est très très forte. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on a fait l'alkylation, on a travaillé avec d'autres bases. On a travaillé avec le NaNH2, on a travaillé avec le LDA, parce que ce sont des bases
qui sont très 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 fortes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'on utilise une base très très forte telle que l'amidure de sodium, cette cétone, elle est transformée d'une façon quantitative en sang énolate. Lorsqu'on va utiliser le NaNH2, dans le cas des réactions d'alkylation, la cétone ou bien l'aldéhyde, il est transformé d'une façon quantitative en énolate. Et donc, parce que pourquoi on a cette réaction? Donc, bon, je reviens. Hein, voilà. Pourquoi on a cette réaction? On a cette réaction parce que tout simplement, avec OH-, regardez, OH-, il attaque l'acétone. Mais il ne transforme pas l'acétone en totalité en sang carbanion, en sang énolate. Ça veut dire, il y a une partie de l'acétone qui est transformée en énolate, ou il y a une autre partie de l'acétone qui n'est pas transformée. Et cette partie de l'acétone qui n'est pas transformée en ion énolate, c'est elle qui va réagir avec cette énolate. Alors que si par exemple on a utilisé le NH2, l'amidure de sodium, on n'aura pas ça. Hein? On n'aura pas, pardon. Bon, alors, j'étais dans quelle diapositive? Celle-là. D'accord? Donc, je répète, lorsqu'on va utiliser l'amidure de sodium, je répète, la cétone sera convertie totalement en sang énolate. Donc, on n'aura pas de réaction de condensation. Donc, pour avoir les réactions de condensation, il faut bien choisir la base. Ce n'est pas n'importe quelle base. Okay? Parce que je répète, si vous utilisez l'amidure de sodium, par exemple, là, vous n'aurez pas ces produits de condensation. Vous aurez la transformation de l'aldéhyde ou bien de l'acétone en énolate d'une façon quantitative. Ok? Très bien. Alors, on a parlé donc comment dirais-je, de l'aldocéto. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, donc, on était là. Donc, on va faire cette remarque, s'il vous plaît. Donc, que cette cétolysation ou bien l'aldolysation, ils peuvent être intramoléculaires. Ok? Donc, parce que regardez là, on a choisi des composés ayant une seule fonction, mais si vous avez des composés bifonctionnels, si vous avez des composés bifonctionnels, il faut s'attendre à des réactions. Intramoléculaires. Voilà des exemples. Ok? Donc regardez là, on a un dialdéhyde. On a un aldéhyde avec deux fonctions. Donc si on le traite en milieu basique, donc on va aller arracher le H qui est en position alpha. Donc et ce sont deux positions identiques. Et donc, voilà, donc on va former ce carbanion. Ce carbanion, il va aller réagir avec l'autre carbonyle. D'accord? Pour avoir donc une cyclisation intramoléculaire suivie d'une crotonisation pour avoir un système conjugué composé de la double liaison CC-CO. Ok? D'accord? Alors, on va parler de ce cas particulier normalement qu'on fait en TP aussi. C'est la réaction de Cannizzaro. D'accord? Donc là, je n'ai pas de temps pour vous donner d'autres exemples parce que je répète, là on peut on peut avoir donc soit des aldolisations intramoléculaires, on peut avoir des cétonisations intramoléculaires, CH3, CO, CH3, ok, en présence de OH-, en présence de H- delta. Hein? D'accord? Donc on a dit que le H-, il va aller attaquer quoi? Il va attaquer le H, non, le H en alpha du carbonyle. Si on regarde ces carbonyles, combien y a-t-il de H en alpha? 2. Il y en a les méthyl,
et on a les méthylènes. On a les méthyles et on aura les méthylènes. D'accord? Alors, en présence de H-, donc on aura la formation, donc je vais utiliser des couleurs différentes. Hein? Mais c'est pas le bon exemple. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est le bon exemple. Voilà. Très bien. Donc là, je vais mettre les méthyles en bleu et les méthylènes en rouge. OK? Donc, je ne vais pas détailler le mécanisme. Donc là, vous allez me dire qu'est-ce que je vais obtenir. On va avoir des réactions de cyclisation intramoléculaire avec le bleu. Donc, si je prends celui-là, je vais arracher le A, je vais former CH2-, n'est-ce pas? CH2-, il va attaquer le carbonyle. Quel est le cycle que j'aurai là? J'aurai un cycle à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'aurai deux produits. J'aurai un produit à 6. Donc voilà, donc pour ne pas se tromper, on va mettre le A, le B, le C, le D, le E, le F et le G. La cyclisation a eu lieu entre le A et le F. OK? Alors, donc A, B, C, D, E. Alors, je vous écoute. Sur le B, qu'est-ce que j'aurai? Cétone, la voici. Et sur le F, qu'est-ce que j'aurai? Ah? Ici, qu'est-ce que j'aurai là? Ah? Oui, j'aurai un CH3, oui. OH, n'est-ce pas? J'aurai un OH, mais qui va être éliminé pour donner une double liaison. Je ne vais pas faire le mécanisme. OK? Donc là, en attaquant les méthyles en position bleue, j'aurai la formation d'un cycle A6. En attaquant les H en position C, ça veut dire les H rouges, qu'est-ce que j'aurai comme cycle? Hein? Ouvrez bien les yeux. J'aurai le cycle A4. Et la cyclisation va se faire entre quoi et quoi? Entre C et, très très bien, entre C et F, d'accord? Donc C, D, E, donc le cycle sera composé de C, D, E et F. Alors, sur le C, qu'est-ce que j'ai? Sur le C, j'aurai CO, CH3. Et sur le F, qu'est-ce que j'aurai? Hein? J'aurai CH3. Et une double liaison entre? Très très bien. Voilà. D'accord? Donc en attaquant les bleus, j'aurai le cyclohexène. En attaquant le rouge, j'aurai le cyclobutène. D'accord? Bon, je n'ai pas le temps de vous parler ça. Là, on parlera d'un produit. Donc là, c'est un produit obtenu par un contrôle thermodynamique. OK? Là, c'est un contrôle c'est un produit obtenu par un contrôle thermodynamique. On vous a parlé de ça en cinétique. En cinétique, vous avez vu le contrôle thermodynamique et le contrôle cinétique. Lorsqu'on parle de contrôle cinétique, ça veut dire la réaction la plus rapide. C'est la vitesse de la réaction. La réaction la plus rapide ici, c'est la réaction dans laquelle on arrache le H le plus
acides, parce que le H le plus acide ici, c'est le H du CH3. OK? Et donc, ce produit-là, il vient d'un contrôle thermodynamique, et celui-là, il vient d'un contrôle cinétique. Ça vient d'un contrôle. Donc, si on aura le temps, on parlera de ça en travaux dirigés. On va l'expliquer en détail. OK? Donc, dans ce cas-là, on parlera de deux produits. Un produit qui vient d'un contrôle thermodynamique, ça veut dire, ça donne, si vous voulez, la double liaison la plus substituée, parce que regardez la double liaison qu'on forme là, et là-bas, donc ce ne sont pas les mêmes doubles liaisons. Et pour le contrôle cinétique, on parle de ce contrôle-là lorsqu'il s'agit de H le plus acide qui est arraché. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je n'ai pas le temps de le dire. Mais sachez que ça existe. Donc là, on peut favoriser l'un en faveur de l'autre. On peut favoriser l'un en faveur de l'autre en jouant sur plusieurs choses telles que la température, la base. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je n'ai pas le temps de le dire. Mais sachez donc, j'espère que vous aurez ça en S6. OK? Très bien. Alors, donc, on peut avoir, je répète, des aldolisations intramoléculaires. On peut avoir des cétolisations, parce que c'est une cétolisation intramoléculaire. C'est une cétolisation intramoléculaire. On peut avoir aussi des aldocétos. On peut avoir des aldocétos intramoléculaires. Hein? Là, on va avoir une aldocéto intramoléculaire. Hein? Donc là, on aura ces réactions intramoléculaires, je répète, hein, lorsque nous avons deux fonctions sur le même produit. Lorsqu'on a un produit bifonctionnel, soit avec deux fonctions cétone, soit avec deux fonctions aldehyde, soit avec une cétone et un aldehyde. Okay, donc je n'ai pas le temps de faire ça. Ici, c'est une cétolysation intra. D'accord? Donc l'aldo, il peut être intra, l'acéto, il peut être intra, comme l'acétoaldolysation, elle aussi, peut être intramoléculaire, à condition, je répète, à condition d'avoir deux fonctions sur le même composé. OK? Très bien, je vais revenir à mon cas particulier. Le voici. Je répète, c'est une manip qu'on faisait en travaux pratiques toutes les années. Hein? Mais cette année-là, non, c'est pas possible. Et donc là, on va parler de ce cas particulier. Ce cas particulier, c'est la réaction de Cannizzaro. Et donc, c'est quoi cette réaction de Cannizzaro? Cette réaction de Cannizzaro, c'est une réaction, hein, voilà, d'accord? C'est une réaction qu'on va faire sur des aldéhydes. Hein, je vais prendre un aldéhyde, rappelez-vous de cet aldéhyde. Hein? C'est avec lui qu'on a commencé ce chapitre. Hein? C'est la benzaldéhyde. C'est un produit naturel, je répète, qu'on peut extraire des amandes amères. C'est un produit naturel qu'on peut extraire des amandes amères. Regarde dans cet aldéhyde. Est-ce qu'il a des hydrogènes en alpha? Finalement. Hein? Voilà la position alpha de l'oxygène. Hein? Hein? Vous voyez la position en alpha de l'oxygène? Y a-t-il des hydrogènes en alpha? Non, il n'y a pas d'hydrogène en alpha. Okay? Et donc, et pourtant, on peut faire agir le H-. On peut rajouter de la base et faire le chauffage comme on veut. Et donc, la base, est-ce qu'il a un H arraché? Hein? Non, il ne peut pas aller vers la position bêta, non, c'est très loin. Parce que plus on s'éloigne, parce que, bon, si vous vous rappelez, pourquoi le H elle est légèrement acide en position alpha? Parce qu'il est proche du carbonyle. Plus on s'éloigne du carbonyle, plus l'effet diminue. L'effet, il est en fonction de la distance. Donc, on ne peut pas aller vers la position bêta, jamais de la vie. Hein. Il n'y a pas de réaction qui se font sur les hydrogènes en position bêta du carbonyle. Non, soit la position alpha, soit rien. OK? Alors, donc si, dans le cas où nous avons des aldéhydes
Hein? Donc, dans le cas où nous avons des aldehydes avec des hydrogènes en position, avec l'absence d'hydrogène en position alpha, ce H- va changer de rôle. Parce qu'on a dit que le H- il peut jouer les. On a vu dans la réaction à la forme, il a joué au départ le rôle de la base et à la fin, il a joué le rôle d'un. Ici, il ne trouve pas devant lui un H arraché, il va aller jouer le rôle de nucléophile. Voilà. Et donc, il va aller attaquer le carbonyle. Parce que là, vous avez un delta moins et vous avez ici un delta plus. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc on aura la formation donc, de cet intermédiaire, le voici. Ici O moins, ici OH, ici H. Ok? Là, la réaction se fait en présence de. Ça se fait en présence de la chaleur. Et donc, en présence de la chaleur, là, qu'est-ce qu'on aura? On aura la réaction suivante. On aura le retour de moins, hein, et la rupture, parce que le carbone ne peut pas rester avec 5 liaisons. N'est-ce pas? Le carbone ne peut pas rester avec 5 liaisons. Là, on va avoir le départ de H. Le H, il va partir sous forme de quoi? Hein? Sous forme de quoi? H moins. Très bien. Le H, il va partir sous forme de H moins. Dans le ballon, voilà ce que nous avons. Dans le ballon, nous avons notre composé qui est la benzaldéhyde. Et nous avons NaOH. À votre avis, ce H- va aller où? Il va sortir du ballon? C'est un H- qui a un caractère nucléophile ou électrophile? Nucléophile. Il a un caractère nucléophile. Comme là, comme OH-. OH-, il a attaqué où? Il a attaqué le carbonyle. Qui est le plus volumineux? Qui est le plus gros? OH- ou OH-? OH-. Et donc, du moment que ce OH- a attaqué là, personne ne va empêcher, hein, personne ne va empêcher ce H- d'aller attaquer une deuxième molécule du benzaldéhyde. D'accord? Ça veut dire ce H-, là, il va aller attaquer une deuxième molécule de benzaldéhyde. Pour avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la formation de deux produits, n'est-ce pas? On va avoir la formation de l'acide, celui-là, OH plus quoi? Hein? Quoi? Je vous écoute. H, H, hein? Ici, O, hein? O moins, Na plus. Ok? Donc on va avoir la formation de l'acide et de quoi? Ça on l'a vu. Lorsqu'on a un métal lié à O-, ça s'appelle un. Non, ça s'appelle un alcoolate. Ça s'appelle un alcoolate. Et cet alcoolate, qu'est-ce qu'il va faire? Cet alcoolate, il a un caractère nucléophile. Il va aller arracher le H de l'acide pour. Hein? Qu'est-ce qu'on va trouver en fin de compte? On va former un quoi? Un alcool, oui. On va former en fin de compte un alcool. Très bien. On va former un alcool, OH, avec ici un H noir et un H rouge,
plus un sel d'acide. Plus un sel d'A au moins N A plus. Voilà la réaction de Cannizzaro. D'accord? C'est la réaction de Cannizzaro. Regardez ce qu'on a fait. On a fait le départ d'une fonction qu'il a. Une fonction a dit. Aldéhyde. Très bien. Qu'est-ce qu'on a formé? Quelles sont les fonctions qu'on a formées? Oui, on a formé une fonction acide, oui, et une fonction alcool. Très très bien. Donc, pourquoi ça ne s'efface pas? Hein? Il ne veut pas. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Un O moins, n'est-ce pas? Ici, un O HY. Très bien. D'accord? Donc, je répète, on va parler de ce carbone. Il est là, il est là, et il est là. Regardons le degré d'oxydation de ce carbone. Comment il a évolué? En passant du produit de départ qui est l'aldéhyde vers les produits finaux qui est un alcool et un sel d'acide. Il a diminué donc dans quel produit? Hein? Oui, du produit de départ qui est l'aldéhyde vers l'alcool, le degré d'oxydation du carbone, il a, et ici, il a augmenté. Ok? D'accord? Parce que là, plus l'oxygène il est lié, pardon, plus le carbone il est lié aux oxygènes, plus son degré d'oxydation va augmenter. D'accord? Donc en passant de l'aldéhyde vers l'alcool, là, c'est sûr, le degré d'oxydation, il a. Ça veut dire, c'est quelle réaction ici? C'est une réaction de. Lorsqu'on passe d'un degré d'oxydation très, très gros, très, très élevé vers un degré d'oxydation moins, c'est une réaction de réduction. Et lorsqu'on passe d'un degré d'oxydation plus bas vers un degré d'oxydation plus élevé, c'est une oxydation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'aldéhyde, il a subi deux réactions. Il a subi une réduction et une. On parlera de quelle réaction? Non. Lorsqu'un produit subit deux réactions, l'oxydation et la réduction, qu'est-ce qu'on appelle cette réaction? Vous n'avez pas vu ça dans l'électrochimie? Les... Non, non. Ah oui, dismutation. Lorsqu'un produit s'oxyde et se réduit en même temps, on parle d'une réaction de dismutation. Donc, la réaction de Cannizzaro se fait sur des aldéhydes n'ayant pas des hydrogènes en alpha. Et qu'est-ce qu'ils sévissent? Ils sévissent des réactions de dismutation parce qu'ils donnent l'alcool, qui est le produit réduit, et ils donnent le sel d'acide, qui est le produit d'oxydation. Ok? Donc, ce qu'on appelle la réaction comment dirais-je, de Cannizzaro. Donc, c'est une réaction, je rappelle, qui se fait sur des aldéhydes, ne possédant pas d'hydrogène en alpha, et donc ça conduit à la formation de l'alcool et à un sel d'acide, ce qu'on appelle une dismutation, ce qu'on appelle une réaction de dismutation. Alors, je notais donc que cette réaction, donc je ne sais pas, est-ce que j'ai là? Non? Non, non, c'est pas si. Pardon? Non, c'est pas là. Alors, cette réaction, ça peut être, c'est la réaction de Cannizzaro normale. Ok? Notez que cette réaction, la réaction de Cannizzaro, hein, s'il vous plaît, parce que ça existe. On termine là. Ça refuse. Merde.
qu'on casse le... Alors, la réaction de Cannizzaro, la réaction de Cannizzaro peut être mixte. Parce que dans la réaction qu'on vient de voir, on a utilisé un seul aldehyde, mais cette réaction peut être faite avec deux aldehydes. Comment? On va prendre un aldehyde quelconque. Je vais parler dans le cas général, parce que cette réaction de Cannizzaro mixte se fait en présence du formaldéhyde, ça veut dire l'aldehyde le plus petit. Hein? Donc en présence du formaldéhyde, OH-, chaleur. Donc là, c'est un, comment dirais-je, c'est un aldehyde n'ayant pas, je répète, des hydrogènes en position alpha. Donc là, vous avez un C, R1, R2, R3. Pardon, donc. D'accord? Donc là, nous avons un aldehyde n'ayant pas d'hydrogène en position alpha. Donc en présence, donc là, ce qu'on appelle la réaction de Cannizzaro mixte, ça se fait en présence d'un aldehyde n'ayant pas d'hydrogène en position alpha et le forme aldehyde. L'OH-, il a deux choix. Il a le choix d'aller sur ce carbone ou bien sur l'autre. Lequel il va attaquer à votre avis? Le rouge ou le bleu? En premier lieu, le rouge. Pourquoi le rouge? Très bien, parce que dans le rouge, il n'y a pas d'encombrement stérique. D'accord? Dans le rouge, il n'y a que H, H. Par contre, ici, nous avons H, nous avons un encombrement stérique. Donc le H- va aller attaquer ici. Donc je ne vais pas faire le mécanisme, je n'ai pas le temps de le faire. Et donc, là, ce qu'on aura, on aura la formation donc comment dirais-je, de quoi à votre avis? On aura la formation donc de H, C, O, O-, Na+, ok? Et donc là, je vais mettre les H en bleu, ok? Plus C, R1, R2, c'est pas possible. Pas possible. Donc là, j'aurai la formation du sel d'acide à base de formaldéhyde et j'aurai la formation de quoi? Ça refuse d'écrire, je ne sais pas pourquoi. R, 1, ben écrivez-le. J'aurai la formation de R1, R2, R3C, là, ce que j'aurai la formation de l'alcool. D'accord? Donc R1, R2, C, R3 aldéhyde, ça va se convertir en alcool. Par contre, comment dirais-je, le formaldéhyde va se convertir en acide. Ça veut dire quoi? Bon, ça s'écrit pas, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le formaldéhyde là, il a joué le rôle d'un réducteur. Il a joué le rôle d'un réducteur. Donc on peut utiliser le formaldéhyde comme agent réducteur pour transformer l'aldéhyde en alcool correspondant, parce que c'est ce qu'on appelle la réaction de Cannizzaro mixte. Par contre, dans la réaction de Cannizzaro normale, on obtient un mélange d'aldéhyde et un mélange de sel d'acide et un mélange d'alcool. Donc pour transformer l'aldéhyde en alcool correspondant, on peut utiliser la réaction de Cannizzaro mixte. On peut utiliser la réaction de Cannizzaro mixte. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui, donc on continuera, Inch'Allah, dans les semaines qui vont venir. Ok?